Ma prochaine invitée, c'est Mme Évelyne Bergevin, qui est diététiste nutritionniste. Mme Bergevin, bonjour. Bonjour, Monsieur Montminy. Mme Bergevin, c'est la nouvelle édition. On va en parler de petites mains, grandes assiettes. Et là, on va parler, entre autres, là, de la nourriture pour bébé. Mais racontez-moi un peu d'où vous est venu, parce que vous n'êtes pas seul. Il y a Annie Talbot, qui est docteur en médecine et bachelière en nutrition, et Marie-Ève Richard, qui est diététiste et nutritionniste comme vous. Oui. Vous avez eu l'idée d'écrire, on appellerait ça quoi? Un premier guide de référence sur la guide de DME en référence. français. Non, je cherchais le bon terme. C'est pas un livre. C'est vraiment... Ça va plus loin que ça, je dirais. Okay. En fait, tout a commencé en 2014 initialement, lorsqu'on s'est bien rendu compte qu'il y avait vraiment un manque au niveau de l'information disponible pour les parents qui étaient intéressés à découvrir cette approche de diversification-là. Donc, l'acronyme étant DME pour diversification alimentaire menée par l'enfant. Il n'y avait pas de documentation écrite en français par des professionnels de la santé. Donc, on s'est lancé dans ce beau projet-là avec mes deux collègues. Et oui, on a commencé en 2014, mais la première édition est sortie uniquement en 2016 parce que ça a été énormément de travail. Donc, tout ce qui est revue de littérature, communiquer avec le plus de familles possible, avec leur expérience personnelle, mais aussi contacter l'équipe du coroner, vérifier qu'il n'y avait pas eu de décès, vérifier qu'est-ce qui existait justement au niveau des données scientifiques. Et la première édition est donc sortie en 2016. Mais là, on était dû pour des belles nouveautés. Donc, pas plus tard que la semaine dernière, la deuxième édition est sortie. Bon. La première édition, on parlait de quoi exactement? C'était vraiment de découvrir d'une certaine façon un nouveau paradigme quand vient le temps de proposer les aliments à bébé à 6 mois. Donc, un bébé qui serait allaité ou encore qui recevrait des préparations pour nourrissons lorsqu'il atteint le stade de développement nécessaire pour débuter les aliments solides, plutôt que de passer par les céréales de bébé, souvent appelées le pablum ou les purées de bébé, directement, bébé s'alimente seul avec des morceaux. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que le dimanche, bébé reçoit son lait comme à l'habitude, à la demande, et lundi matin, on offre une omelette, un quartier d'orange entier et un petit craquelin en accompagnement. Le premier souper de bébé, dans mon cas à moi, parce que oui, après avoir fait la première édition, j'ai mis en application sur mon petit cobaye. Donc, le premier souper de mon fils aura été des lanières de filet mignon, des brocolis et des frites de patates douces. Et comment le petit cobaye se porte? Le cobaye est en super forme, aucun étouffement, aucune carence, un développement tel qu'on peut s'attendre chez un enfant. Et là, vous revenez avec une deuxième édition. Et là, vous confirmez ce que vous avez dit, c'est que là, plus de purée pour les bébés. Dites-moi, Évelyne, je suis un petit peu inquiet. Il n'y a pas de danger que l'enfant s'étouffe ou... bon, parce qu'il n'est pas encore tout à fait prêt. Écoutez, vous êtes la meilleure personne pour nous en parler, là. Mais... en fait, la préoccupation, justement, de l'étouffement, c'est la préoccupation principale quand vient le temps de parler de DME, parce que, évidemment, autant en tant que professionnelle de la santé que comme maman, la pire des choses que je voulais pas qu'il arrive, en fait, c'est un étouffement. Donc, les premières études qui ont d'ailleurs été faites sur la DME voulaient évaluer justement est-ce qu'il y a un risque plus élevé en DME par rapport à l'approche traditionnelle des purées. Et l'étude Bliss est extrêmement claire à ce sujet-là. Le risque n'est pas plus élevé à condition que ce soit bien fait. Et d'où l'importance, justement, de mettre des précautions en place et de bien s'informer avant de débuter la DME, parce que le plus grand danger, en réalité, avec la diversification alimentaire menée par l'enfant, c'est le manque d'information. Donc, d'une certaine façon, en DME, bébé apprend à mastiquer avant d'avaler les morceaux de nourriture, tandis qu'avec l'approche traditionnelle des purées, bébé apprend à avaler, puis au fil du temps, mâcher et mastiquer. Donc, au fond, d'une certaine façon, on inverse les apprentissages, mais à 1 an, tous les bébés, peu importe l'approche choisie, devraient recevoir le même type d'assiette. Expliquez-moi, Évelyne, pourquoi? Écoutez, depuis que le monde est monde, que le bébé vit au monde, on donne des purées, et lorsqu'il a, quoi, aux environs d'une douzaine de mois, commence à manger moi je vais le dire comme ça, du solide, on se comprend bien. Du solide, oui, oui. J'ai aucune aspiration à devenir diététiste ou nutritionniste, là.
Mais, et là, on fait l'inverse. L'idée initiale, en fait, c'est pas nous non plus qui l'avons eu. Tout le crédit va à Mme Jill Ripley, donc une infirmière en Angleterre qui faisait beaucoup de suivi à domicile auprès de jeunes parents. Et lorsque venait le temps de débuter, justement, les fameuses purées, hein, le petit avion qui va rentrer dans le garage, chez certaines familles, c'était le bonheur. Bébé découvrait avec enthousiasme, ouvrait la bouche. Wow, quelle belle aventure! Par contre, chez d'autres familles, chez d'autres enfants, bébé, au contraire, fermait les lèvres, détournait le visage, les pleurs. Donc, l'alimentation, qui est supposée d'être faite dans le plaisir, dans la découverte, devenait rapidement une bataille, un événement presque traumatique pour certains enfants. Et c'est là que Mme Ripley a justement soulevé l'hypothèse, est-ce que c'est vrai que depuis le tout début des temps, on offre des purées à 6 mois? Le fameux mélangeur, ça n'existait pas il n'y a pas si longtemps. Et en réalité, les premières purées avaient été développées initialement à l'époque de la guerre parce que les femmes retournaient ou débutaient le marché du travail et ne pouvaient pas poursuivre soit l'allaitement ou les préparations plus longtemps. Donc, en réalité, c'est plus un retour aux sources, la DME. Donc, d'offrir des morceaux qui sont certes tendres, qui s'écrasent bien entre la langue et le palais ou encore entre la paume de la main et le 4e doigt. Et donc, bébé est capable au tout départ d'aller écraser avec sa langue par un mouvement plus de mâchage et éventuellement de mastication avec sa mâchoire inférieure. On comprend qu'il n'a pas de dents à 1 an. Non. Et ça ne crée pas de problème. Au niveau de la digestion, est-ce que ça crée des problèmes? Aucun problème, tant et aussi longtemps qu'on attend le développement optimal de bébé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que bébé doit non seulement avoir environ 6 mois, parce qu'avant 6 mois, le lait est exclusivement ce dont bébé a besoin. Donc, encore là, lait maternel ou préparation pour nourrisson. Donc, bébé doit avoir 6 mois pour commencer, doit être capable de maintenir la position assis seul. Donc, ce que ça veut dire, c'est que bébé n'a pas besoin de se mettre assis par lui-même, mais lorsqu'on le met dans la chaise haute, est-ce qu'il est capable, avec son tonus, de maintenir une position assis la durée du repas? Et finalement, bébé doit être capable là, de bien faire des mouvements de gauche à droite, de haut en bas. La meilleure façon de le vérifier, c'est de prendre un objet là, que bébé aime bien pour l'encourager à faire les mouvements. Et lorsque ces différents signes, symptômes-là sont bien atteints, eh bien, on peut commencer la DME et donc de dès maintenant offrir des morceaux à bébé. Bon, on dit que le côté positif de tout ça, parce qu'il y a plusieurs côtés positifs, mais principalement, c'est que là, l'enfant peut s'asseoir à la table et manger avec la famille, mais aussi... C'est assurément un des beaux points positifs, ça. Oui, mais il développe ainsi ses habiletés à son propre rythme, dans le plaisir, et apprend à écouter ses signaux de faim et de rassasiement. Expliquez-moi un peu comment un enfant d'1 an, j'aurais tellement de questions pour vous. Est-ce que c'est naturel? Comment ça se passe? En fait, à la naissance, n'importe quel être humain naît avec des signaux de faim, de rassasiement qui sont purs en réalité. Donc, quand un enfant a faim, un très jeune nourrisson, même de quelques heures, qu'est-ce que ça fait pour demander à manger? Eh bien, on a de droit à certains cris que bien souvent les parents apprennent à reconnaître quelle sorte de pleurs est-ce que ça peut être. Mais en réalité, la faim est extrêmement claire. Et qu'est-ce qui fait qu'un nourrisson arrête de boire son lait? C'est lorsqu'il se sent plein, arrête de boire. Forcer un enfant à boire plus de lait, moins de lait, non seulement il n'y a pas d'avantage, c'est complètement contre-indiqué. La DME, d'une certaine façon, c'est la poursuite de ce type d'alimentation-là, puisque si bébé n'a pas faim, n'apportera pas la nourriture à sa bouche. Parce qu'encore là, l'alimentation de type DME, c'est une alimentation qui est autonome. Le parent est responsable de la qualité alimentaire, de l'endroit, du moment, mais c'est bébé qui est responsable à 100% de la quantité qui est consommée. Donc, le parent expose, met des aliments sur la tablette ou dans l'assiette, quoique l'assiette peut devenir rapidement un frisbee lancé, mais va placer les aliments et bébé va apporter lui-même à sa bouche. Lorsqu'il se sent rassasié, lorsqu'il se sent plein, bien, on va rapidement observer que bébé est moins intéressé et selon le tempérament de bébé, c'est là aussi que certains lancers de baseball qui peuvent avoir lieu. Ça fait partie des petits désavantages de la DME. Des fois, il peut y avoir un petit peu plus de nettoyage à faire là, quand vient le temps de prendre la décision, savoir quelle approche va être utilisée par les parents. Evelyne, est-ce qu'au niveau du développement de l'enfant, c'est plus de solide par rapport à plus de liquide,
Est-ce qu'au niveau du développement de l'enfant, est-ce que c'est meilleur? Est-ce que ça va plus rapidement? Expliquez-moi. Bien, faut savoir que jusqu'à 1 an, c'est le lait qui est l'aliment principal. Donc, bien qu'on offre plusieurs types d'aliments, plusieurs morceaux, 2 à 3 fois par jour, sous type de repas, 1 à 2 collations, ça ne veut pas nécessairement dire que bébé va consommer plus de nourriture, plus de solides, puisqu'au tout début, il y a beaucoup d'exploration. Là, on peut facilement compter 1 mois où est-ce que bébé, oui, va amener à sa bouche, va tétouiller, va licher, mais va souvent recracher en grande partie les aliments qu'il va apporter. Donc, il y a une petite partie qui va être absorbée, mais c'est souvent autour d'1 mois de pratique que bébé va commencer réellement à consommer une plus grande quantité. C'est d'ailleurs un changement dans la couche là, qui va formellement nous le démontrer, mais ça va tout à fait en toute logique avec le développement de l'enfant qui, au fur et à mesure que son réflexe nauséeux, qu'on appelle souvent le réflexe gag, va avoir tendance à devenir moins sensible en vieillissant. Donc, le réflexe gag, c'est le petit réflexe là, lorsqu'on va un petit peu trop loin avec notre brosse à dents, donc l'effort vomitif. Chez un très jeune bébé, donc à 6 mois, il est très sensible. Donc, s'il y a un morceau qui est mal situé, qui ne se positionne pas adéquatement sur la langue et que ça devient problématique en termes de risque d'étouffement, bébé va simplement le recracher. Et c'est pas traumatique pour lui parce qu'il va continuer de manger. Donc, c'est très fréquent en DME qu'un bébé qui apporterait, par exemple, sa demi-banane, réussit à détacher un morceau avec ses gencives qui sont très fortes parce que des gencives de bébé, si vous connaissez une femme qui a allaité, pourra vous confirmer que c'est très fort. Et bébé va avoir un petit morceau de banane, il est mal situé, va le recracher, ça va couler. Puis bien souvent, bébé, s'il le revoit, il va le reprendre et le remettre dans sa bouche. Donc, on le laisse explorer sous forme de jeu, de plaisir, et surtout, on ne force aucun nouvel aliment dans sa bouche. On a tous entendu parler d'enfants qui sont un petit peu plus, on va dire, difficiles. Des fois, on entend en anglais « picky eater », des enfants plus sélectifs. Dans le cadre de la DME, bébé découvre vraiment à son rythme. Au début, simplement en regardant l'aliment, en le touchant, le sentant, puis éventuellement, ça va se rendre en bouche, surtout si on a des parents qui sont particulièrement démonstratifs, donc qui mangent avec enthousiasme, qui mastiquent et qui profitent du moment présent, un enfant apprend énormément par imitation. Évelyne, dans votre deuxième édition, celle qui vient de paraître, il y a 60 recettes illustrées et présentées dans les formats adéquats selon l'âge de bébé. Oui, c'était une énorme demande de différentes familles là, qui nous suivent déjà là, sur les réseaux sociaux. Et dans le cadre là, des ateliers qu'on donne, donc d'avoir des idées recettes concrètes et comment les présenter. Parce que au fond, l'idée, c'est vraiment de partager le même repas avec bébé. Par contre, chez un jeune bébé, on veut vraiment minimiser le plus possible tout ce qui est sucre concentré. On veut limiter le sel. On veut qu'il y ait des bonnes matières grasses pour le développement, entre autres, du cerveau. Donc, notre équipe, avec la collaboration de Geneviève Bergevin, une autre nutritionniste, qui a contribué justement à la création des recettes pour que ce soit des recettes qui soient à la fois sécuritaires en termes de texture, savoureuses, et qui répondent aussi aux besoins plus spécifiques de bébé, donc des aliments qui sont riches en fer, riches en vitamine C, pour s'assurer justement que bébé ne développe pas de carence. Évelyne, ça a pris 5 ans avant la deuxième édition. Est-ce qu'on va attendre encore 5 ans pour la troisième? Bien, c'est sûr qu'on va y aller en fonction de l'évolution de la science. Hein? Comme n'importe quoi en nutrition, c'est une science qui est en évolution. Notre objectif avec la deuxième édition, évidemment, c'était de revoir qu'est-ce qui s'était fait au niveau de la littérature scientifique. Est-ce qu'il y avait justement de nouvelles informations qui étaient importantes à transmettre aux parents? On a rajouté aussi d'ailleurs une foire un peu plus importante de questions-réponses, donc des questions qu'on recevait fréquemment là, des parents. Et j'ai l'impression qu'avec les belles 60 recettes qu'on propose, qui d'ailleurs ont été photographiées par une styliste alimentaire extraordinaire au niveau des éditions de l'Homme, donc j'ai l'impression que ça va donner l'outil nécessaire aux parents là, pour utiliser notre livre pour un bon moment. Alors, c'est 288 pages, vous l'avez dit, c'est aux éditions de l'Homme. Donc, si on veut se procurer, il est dans toute bonne librairie? Toutes les bonnes librairies au Québec, bientôt en Europe, parce que la première édition, c'est extrêmement vendu aussi en Europe, ou sinon sur notre site Internet, le www.byebyepurée.com. Alors, petite main, grande assiette,
les auteurs, Annie Talbot, qui est docteur en médecine et bachelière en nutrition, et Evelyne Bergevin, qui est avec nous aujourd'hui, et Marie-Ève Richard, qui sont diététistes et nutritionnistes. Merci d'avoir été avec nous. Puis, je vous remercie on va vous souhaiter un bon l'invitation. succès. Et s'il y a une 3e édition, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Ça va me faire plaisir. Et puis, bonne DME à tous les parents qui choisiront cette option. Merci beaucoup. Voilà, Mme Evelyne Bergevin, qui est diététiste nutritionniste, qui est une des 3 auteurs de Petites mains, grande assiette, 288 pages, 32,95. Je vous invite à vous le procurer. Ou encore, s'il y a des grands-parents qui nous regardent, un beau cadeau à donner à votre fille ou à votre garçon. Voilà, ça complète. On s'arrête.